Quelle est ta meilleure astuce pour manger plus sainement? La bonne fréquence. Manger tous les 2-3 heures par exemple. La perception de soif, par exemple, à l'effort, elle va arriver plus tardivement. Donc, on va commencer à ressentir la soif, on est déjà déshydraté à raison de 2%, ça fait 20% de capacité en moins. Des gels qui sont relativement connus puisque le gel va être utilisé en course à pied jusqu'à la distance marathon. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Gyms on the Move. Je suis ici dans un des plus grands clubs gyms de Belgique, à Grand Bigard. Il y a des super invités, on va parler nutrition, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans Gyms on the Move, le podcast qui parle de fitness et bien plus que ça. Je voulais d'abord remercier tous nos auditeurs d'être de plus en plus nombreux à nous suivre, donc n'hésitez pas à liker, à partager et à soutenir notre travail. Ici, je suis au club Gyms de Grand Bigard. Je vais aller à la rencontre de nos membres. J'ai des super invités aussi qui sont présents dans mon van aménagé. On va parler de nutrition. Qu'est-ce qu'on peut manger avant, pendant et après le sport pour améliorer ses performances et pour atteindre ses objectifs. Donc bonjour, Christophe Thomas, comment vas-tu ? Super bien, merci, enchanté d'être avec vous pour partager ce moment. On a aussi une seconde invitée, Sarah Dardenne. Donc tu es l'experte en nutrition, diététicienne. Bonjour Sarah. Bonjour Elena, très contente d'être là. Christophe, toi tu es CEO de Trax, donc un magasin spécialisé dans la chaussure, la nutrition, tout l'équipement en lien avec la course à pied. Tu es aussi ultra trailer, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est quoi l'ultra trail ? Alors l'ultra trail, on considère que c'est les distances au-dessus de 40 km. Personnellement, je préfère dire que c'est quand même un tout petit peu plus que ça. Donc moi je considère que c'est à partir de 60-80 km, le plus souvent en montagne, mais en fait principalement dans la nature. Et les gens, quand ils savent que tu fais de l'ultra-trail, ils te prennent pas pour un fou. Ils se disent pas, mais enfin, comment t'arrives à courir si longtemps ? Alors, les gens qui font pas du tout de sport, si. Et après, les gens qui font de la course à pied, un peu moins. En fait, quand on court, on se rend compte que l'ultra-trail, ça fait principalement une différence au niveau du mental, au niveau de la force mentale, mais pas nécessairement au niveau physique. Ok. Et toi, Sarah, ça te parle le trail ? Parce que tu es diététicienne. Tu fais aussi du sport, j'imagine. Oui, tout à fait. Le sport est vraiment devenu un moteur pour moi depuis quelques années. Je fais notamment de la course à pied et du trail. Alors, pas de l'ultra-trail comme Christophe, mais j'aime bien aussi me lancer des défis et essayer d'augmenter un petit peu mes distances. Quel est ton parcours ? Comment t'es devenue diététicienne ? Alors, j'ai d'abord fait donc des études de diététique et de nutrition. J'ai travaillé d'abord en milieu hospitalier. Et puis c'est vrai que le sport, je pourrais dire que je suis tombée dedans étant petite, c'est pas le cas. Je ne viens pas d'une famille de sportifs. Par contre, le sport a été pour moi à certaines périodes plus difficiles dans ma vie, un moteur, quelque chose qui m'a permis d'avoir de l'équilibre dans mon quotidien. Et c'est vrai que j'ai voulu me réorienter en fait et quitter plutôt le monde hospitalier pour accompagner les gens vers du bien-être, vers de la santé physique et mentale. Et pour moi, le fil rouge, c'est un peu la nutrition, c'est le sport aussi. Donc je me suis un petit peu formée aussi à l'UC Louvain, en coaching sportif, en personal training. Et maintenant, j'accompagne les gens plutôt en lien avec la santé, en lien avec la nutrition, la diététique. Ok. Donc, tu as une approche globale, sport-nutrition, pour accompagner tes patients 360 degrés. J'essaye de faire du mieux que je peux avec les outils que j'ai. Mais toi, Christophe, est-ce que tu es tombé dans le sport depuis que tu es petit ou parce que pour être ultra-trailer, il faut quand même avoir une base, j'imagine Alors oui, mais plus avec des sports co. J'ai fait 25 ans de hockey sur gazon. Et en fait, je suis venu à la course à pied un peu sur le tard, plutôt dans les années 2000. Donc ça fait maintenant une quinzaine d'années que je cours assidûment et que j'ai vraiment fait de la course à pied mon sport. Après, c'était plus de l'entretien physique, comme beaucoup de sportifs. Pour t'entretenir, oui, comme beaucoup de personnes. Voilà. J'ai pris 2-3 kilos, je vais me mettre à courir un petit peu pour perdre du poids. Hein. Mais donc toi, Sarah, tu as quoi comme type de patients ? C'est des patients, on va dire, lambda, ou est-ce que tu pourrais avoir Christophe en consultation ? Un sportif de haut niveau ? En fait, moi, j'accompagne un petit peu différents types de publics. J'ai majoritairement des patients lambda qui veulent se remettre en forme, qui veulent réguler leur poids, qui veulent avoir une meilleure santé. Maintenant, j'ai aussi une spécialisation en nutrition du sportif. Et donc, j'accompagne aussi des trailers, des triathlètes, ou monsieur, madame, tout le monde, des sportifs aussi, plus avec un niveau professionnel également. D'ailleurs, toi, Christophe, t'as déjà fait appel à une nutritionniste ou quoi ? Ou t'as appris par toi-même, on va dire, à gérer ta nutrition ? Parce qu'en ultra-trail, j'imagine qu'il faut du carburant pour tenir aussi longtemps à courir. Donc, je sais pas, toi, comment tu t'es informé là-dessus ?
Tout à fait, j'ai plusieurs fois fait appel à des nutritionnistes et en fait, je dois avouer que j'ai assez souvent été confronté à, entre guillemets, un manque de pratique parce que il y a évidemment la théorie dans la nutrition qui est hyper intéressante, mais à partir du moment où on part dans l'ultra-endurance, en fait, on sort un peu des règles, on dévie un peu. Et moi, je considère que c'est vraiment à ce moment-là que l'expérience et le vécu personnel va un peu prendre le pas sur la théorie. Donc, on peut, et c'est super important évidemment de fonctionner avec des nutritionnistes ou du moins de comprendre les bases et de connaître les bases. Mais vraiment, on a l'impression souvent de ne pas être compris quand on parle de nos problèmes à un nutritionniste. Et donc, j'ai un peu, à ce moment-là, pris le problème dans l'autre sens. J'ai été discuter avec des pros en ultra-trail qui ont fait, un peu comme Sarah, des formations en nutrition et donc qui, en ayant vraiment cette connaissance de ce à quoi on est confronté quand ça fait 15 heures, 20 heures, 25 heures, 30 heures qu'on est occupé à courir dans le froid, sous la pluie, de l'adaptabilité qu'on doit avoir. Donc à ce moment-là, j'ai un peu inversé le... Oui, c'est ça. Donc, il y a un peu le consensus nutrition où, avec les grandes lignes, il faut ça, ça et ça. Et puis après, il y a la pratique. J'imagine que tous les corps sont différents. Tout à fait, tout le monde est différent. Je rejoins tout à fait Christophe. Moi, j'ai accompagné des ultra-trailers sur l'UTMB, etc. La théorie, c'est bien. Il y a plein de choses à tester à l'entraînement. Et puis, il y a en fonction de comment va réagir la personne, de son stress, sa situation du quotidien, etc. Sa facilité à récupérer et ses spécificités, en fait. Mais ce qu'il faut savoir pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est quand on court un ultra-trail, donc ça peut être plus de 100 km, on n'a pas spécialement faim. Donc c'est ça tout l'enjeu, c'est de quand même continuer à se nourrir alors que l'estomac est un petit peu en vrac. Je pense que les personnes qui nous écoutent peuvent comprendre que quand on court, on n'a pas trop envie de manger en même temps. Sauf qu'à un moment, si on mange plus, il y a plus de carburant et ça va pas. C'est surtout que parfois la longueur de l'effort, l'état de déshydratation, parce qu'on va se retrouver déshydraté en fait, va accentuer les troubles digestifs. En fonction de la personne, on va avoir aussi un écœurement pour tout ce qui est produits sucrés. Et donc, il va falloir alterner un petit peu. Et puis, parfois, en tant que diététicien, on peut avoir fait le meilleur plan du monde. Comme Christophe l'a dit, il y a la pratique, il y a la connaissance de soi, se connaître soi-même et savoir quand ça passe pas. Mais c'est toujours, tester un maximum à l'entraînement. Et puis, il y aura des choses qu'on aura prévues sur papier, mais... Oui, c'est ça, quoi. Et par exemple, quelqu'un qui va faire du fitness, du crossfit, donc un sport beaucoup plus musculaire, on va dire, va avoir un autre plan alimentaire, j'imagine, que quelqu'un qui va faire plus de l'endurance. Bien sûr, moi je dis toujours, je schématise en disant ça et c'est très réducteur, mais le nutriment de l'endurance, le nutriment de la performance en endurance, ça va être bien sûr les glucides, même si l'apport en protéines par rapport à la population lambda va devoir être augmenté également, mais quelqu'un qui fait plus des sports de résistance, de musculation, etc., les glucides vont être primordiaux aussi, mais on va baser un petit peu sur les protéines. Mais c'est très drôle parce que quand on entend un crossfitter ou quelqu'un qui fait de la musculation, il calcule beaucoup ses protéines et le sportif d'endurance, il calcule quasi que ses glucides. Donc c'est drôle que dans la performance, ce soit différent. Oui, alors il y a un calcul. Moi personnellement, en fait, je fais plutôt l'inverse. Donc j'accorde quand même une importance assez importante à la protéine. Principalement lors de l'entraînement. Donc, c'est super important. Une fois qu'on va dépasser 1h30, 1h45, moi, quand je fais un run comme ça, souvent, quand je rentre, je fais une petite prise de protéines. Ça, c'est quand même important. Et en fait, maintenant, j'ai pris une habitude aussi. C'est que sur les ultras, en fait, je prends de la protéine pendant ma course. Oui, pour conserver les masses musculaires. Mais peut-être, Sarah, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est protéines, glucides, lipides, parce que ça peut être chinois, pour beaucoup de personnes, est-ce que tu sais nous catégoriser ça? Les macronutriments, au final, qu'est-ce que c'est? Tout à fait. Donc en fait, quand on mange un aliment, l'aliment est composé de différentes choses et on va parler notamment de macronutriments. Donc c'est les protéines, les lipides et les glucides qui leur rôle entre guillemets, c'est un rôle d'apporter déjà une certaine partie d'énergie. Donc ça veut dire les glucides sont là pour nous apporter du carburant et de l'énergie. Les lipides vont nous apporter également de l'énergie, mais vont entrer dans la composition de membranes cellulaires, etc. Donc elles ont un rôle aussi de structure et de synthèse hormonale. Et les protéines... donne un petit exemple. Un glucide, c'est quoi? Très bien. Les glucides, en fait, on va les retrouver principalement dans tout ce qui est produits céréaliers.
Ok, Ok. donc pain, pâtes, céréales, féculents. Et donc ça donne vraiment l'énergie au corps. Ça, on va avoir différents types de glucides. Mhm. Dans l'alimentation, on va avoir des glucides que je pourrais qualifier de plutôt complexes et des glucides plutôt simples. Dans les féculents, c'est tous les aliments qui n'ont pas un goût sucré, qui vont apporter de l'énergie pour un peu plus longtemps, qui vont prendre un peu plus de temps à se digérer. Et donc, on va retrouver, comme j'ai dit, les produits céréaliers. À côté Donc, de tout ça, ce qui est quoi? Riz, donc tout pommes ce de qui est terre. riz, pâtes, pommes de terre, pain aussi. Mhm. Et à côté de ça, on va plutôt avoir les glucides simples qui, eux, vont nous fournir également de l'énergie, le même apport énergétique, mais pour moins longtemps. Et donc, on aura les produits plutôt sucrés, comme les fruits. On va retrouver également des glucides naturellement présents dans le lait, dans les produits laitiers. Donc ça, c'est pour les glucides naturellement présents dans l'alimentation. Après, on a tout ce qui est sucre ajouté qu'on va retrouver dans pas mal de produits comme la confiture, le miel, les jus, Les etc. gâteaux, les biscuits. les biscuits, les gâteaux, tout ce qui est bon, tout ce qu'on aime bien. C'est ça quoi. Et qu'on va retrouver et qui sont aussi intéressants pour participer à l'équilibre de tout le monde. Et dans les produits pour sportifs, on va retrouver aussi ce type de glucides pour permettre d'apporter de l'énergie pendant l'activité sportive. Parce que je rejoins ce que Christophe a dit. C'est vrai que en fonction de ma durée d'effort, je vais devoir adapter ça. Et quand on part sur des ultra trails, l'apport en protéines va être primordial aussi. Et donc lipides, tu disais que ça ce sont les Lipides. graisses, c'est Ouais, ça? tout à fait. Ce sont les graisses, donc elles apportent un petit peu plus de calories qu'un glucide. On va être sur 9 calories par gramme, tandis que le glucide, c'est 4 calories. Et donc, concrètement, dans l'alimentation, on les retrouve dans quoi? On va les retrouver sous forme cachée dans certains aliments, donc dans les viandes. On va les retrouver également sous forme ajoutée dans tout ce qui est matière grasse, huile, beurre, etc., crème. On va les retrouver dans les gâteaux que tu as parlé tout à Oui. l'heure, dans les biscuits, etc. C'est ce qui donne le goût aussi à l'aliment. Oui, et les bonnes graisses, Tout à fait. C'est important d'en manger. Donc Bien j'imagine sûr. comme l'avocat. En fait, les voilà. noix. On va parler de bonnes ou de moins bonnes graisses dans Ouais. l'alimentation. Elles apportent tous le même nombre de calories. Maintenant, il y en a qui ont un impact intéressant sur le système immunitaire, sur le microbiote, etc., sur l'organisme. Et donc, il y aura par exemple l'avocat, il y aura l'huile d'olive, il y aura l'huile de colza, de noix, qui va être plutôt riche en oméga 3. Et donc, l'important, ce sera d'essayer de pouvoir en apporter en suffisance, parce que c'est vrai que je remarque déjà dans mes consultations, souvent beaucoup de personnes ont tendance à faire la chasse au gras, c'est mauvais, c'est etc. Or, ils vont avoir un impact pour apporter aussi toute une série de Système vitamines. immunitaire, j'imagine. Le système immunitaire, tout à fait. Et puis la dernière partie, c'est les protéines. Les protéines, leur rôle à proprement parler, c'est pas vraiment la fourniture énergétique. Maintenant, si j'en manque, elles peuvent être utilisées comme source d'énergie par le corps. Elles vont avoir un rôle de synthèse hormonale, de neurotransmetteurs, etc. Et donc les aliments protéinés, on va retrouver ça dans les produits laitiers, le lait. On va retrouver ça dans la viande, dans les œufs, dans le poisson, dans tout ce qui est légumineuse, dans les oléagineux. Donc on en a aussi en plus des bonnes graisses. Ah oui, c'est ça. Ben là, vous avez eu un petit cours de nutrition bien condensé. Très condensé. Oui, très condensé évidemment, mais c'est important de savoir ce que c'est protéines, glucides, Tout à lipides. fait. Et d'ailleurs, j'ai une petite question pour toi qui m'est venue. Est-ce que tu as déjà entendu vraiment une fausse croyance ou une idée reçue sur la nutrition? Ah, il y en a tout le Il y en temps. a plein. Si t'en as une. Alors, si j'en ai une, moi, si j'avais plutôt envie de donner en lien avec les salles de fitness, en tout cas, c'est bien souvent, j'entends la fausse croyance que pour réguler son poids, ou c'est 80% l'alimentation, 20% le sport. Ah oui, c'est ça. Alors que le sport, ça a une plus grande part pour toi que Non, l'alimentation. c'est pas ça. Moi, dans un but plutôt de régulation du poids et d'équilibre et de santé, au final, c'est très réducteur de dire ça. Il va falloir nuancer. Et donc, ça va être le sommeil qui va être une des premières sources de récupération. Et si on n'a pas son besoin physiologique de base en sommeil, tout va dysfonctionner. Il y a le côté, bien sûr, nutrition en termes de quantité, en termes de qualité. Il y a le côté sportif aussi, activité physique et sportive. Et puis, pour moi, il y a le côté aussi stress, émotionnel, etc. Et donc, c'est tout ça. On est des êtres complexes. On peut pas juste réduire les choses. Si tout le monde fait 80% nutrition, 20% sport, c'est sûr, je perds mes 5 kilos alors que ça va être tout ça. Mais toi, Christophe, t'as déjà entendu comme ça quelque chose, une fausse croyance sur la nutrition par rapport à ton sport, l'ultra trail? Une fausse croyance sur la nutrition. Ou ce que tout le monde fait mais qui n'est pas correct ou Non, je dois dire que, alors, un peu comme je le disais tout à l'heure, en fait, certains vont avoir des approches ou des méthodes qui vont peut-être nous sembler un peu bizarres, mais que finalement, ils auront probablement au fil du temps adapté à leur vécu, quoi. Par exemple, on dit souvent sur les ultras d'éviter forcément tout ce qui est viande et tout ce qui est gras, puisque ça va être évidemment dur à digérer, j'imagine. c'est quand même compliqué à digérer.
Et il y a des gens qui carburent à ça, quoi. Il faut savoir que sur les ravitaillements de trail, il y a parfois, donc il y a tout ce qui est gel, etc. Et il y a parfois saucisson, fromage, chocolat, noix, amandes. C'est vrai que moi, honnêtement, quand je cours, je peux pas m'enfiler du saucisson ou du fromage. Mais apparemment, il y en a chez qui ça réussit ou quoi. Oui, et à la limite, fromage, pourquoi pas. Noix, amandes, bah ça c'est super, hein, puisque, comme le disait Sarah, ça fait partie des bons gras, on va dire. Enfin, franchement... mais c'est vrai que oui, franchement, les rosettes de lion et les choses comme ça, c'est quand même plus complexe. Et bon, après, c'est toujours la même chose. Ça permet de couper. Donc, comme le disait Sarah, c'est vrai que manger du sucre et des gels pendant 10 heures, 15 heures, 20 heures, au bout d'un moment, ça devient compliqué. Et en fait, souvent, on va prendre du salé. Alors, pour 2 raisons. D'abord, parce que le sel est évidemment fondamental. On en perd beaucoup quand on transpire. Mais aussi parce qu'on va avoir besoin de couper un peu ce goût sucré. Donc, je peux comprendre qu'on prenne, et je suis franchement pas trop un exemple en matière de nutrition sur Ultra, de la rosette ou des choses comme ça, de la rosette de lion. Mais par contre, oui, vous allez voir des gens qui franchement mangent beaucoup. Et des bonbons aussi. Parce que moi, je connais quelqu'un qui dit, moi en fait, je mange jamais de bonbons, mais quand je cours, j'ai besoin d'une source de sucre rapide, je vais manger des bonbons. Voilà. Au final, je suis pas sûre que c'est bien ou pas. Ce qui va être important, entre guillemets, enfin, si on repart sur l'optique de l'ultra trail ou quoi, c'est, au final, j'ai besoin à un moment d'apporter des sources énergétiques extérieures à mon corps. À un moment donné, si ça passe la rosette de lion et en plus on va avoir des protéines dedans, mais c'est de tester. Si les bonbons ça passe, c'est d'entraîner son système digestif à un moment donné. Le système digestif il s'entraîne au même prix que les muscles, etc. Et si ça passe, si ça permet à la personne d'aller plus loin, dans ce cadre-là, bien sûr, ça va faire en fait. Et toi, Christophe, tu manges comment dans la vie de tous les jours? Est-ce que tu fais attention à ton alimentation ou tu manges un petit peu au feeling? Alors oui et non, enfin je fais attention oui et non, c'est-à-dire que voilà, ça m'arrive quasiment tous les jours par exemple de boire une bière ou des choses comme ça, mais c'est vrai qu'on a quand même fait attention depuis plusieurs années de vraiment, comment est-ce que je vais dire ça, lisser notre alimentation au fur et à mesure de la journée. Donc on fait vraiment attention à avoir un petit déjeuner assez complet, riche, j'ai envie de dire, assez complet. Comme je disais, oui, avec des œufs, avec du kiwi, avec du pain, jambon, pas évidemment ou en tout cas le moins possible, non, quasiment plus de jus de fruits, qui sont finalement très sucrés et qui contiennent rien. Malheureusement le déjeuner je le saute assez souvent parce que ça correspond souvent au moment où je m'entraîne et donc ça c'est vrai que j'avoue que je le saute assez souvent. Et t'as pas faim? Parce que moi je peux pas manger le matin et puis m'entraîner à midi sans manger un petit truc. Si j'ai faim, mais plus tard dans l'après-midi. Okay. Alors soit je fais rien dans l'après-midi, soit j'ai l'occasion un yaourt, une pomme, quelque chose comme ça, une barre, parce que finalement c'est ce que je dis souvent, les barres de nutrition qu'on utilise dans le domaine du sport, souvent elles vont être bien meilleures à manger à midi ou en encas que des mauvais sandwichs ou des choses comme ça. Donc jambon beurre, pain blanc, oui. Voilà. C'est clair que les nutritions sportives, j'imagine que c'est assez complet. T'as déjà analysé, toi, Sarah, les barres nutritionnelles? Il y a quand même des protéines dedans. Alors, il n'y a pas tout. Ça ne remplace pas, j'imagine, un repas. Tout à fait, mais comme Christophe le dit, et moi, ça arrive souvent, en fonction du rythme de la personne, de son intensité, de sa possibilité. J'avais hier quelqu'un, justement, en consultation, qui a un boulot assez stressant, qui doit gérer une grosse chaîne de restauration, etc., qui n'a pas toujours le temps de manger à midi. Je suis partie sur justement des bars dans un premier temps. Ça veut pas dire qu'il faut remplacer tous ces repas par ça, mais c'est vraiment amener de la flexibilité, amener au final que ce soit concret et pratique. Et comme je rejoins ce que dit Christophe, c'est vaut mieux parfois ça que rien du tout, ou que parce que lui c'était sa problématique de s'arrêter au McDo en fait. Ah oui, donc vaut mieux exactement une barre nutritionnelle que s'arrêter au McDo. Mais toi, Christophe, est-ce que tu t'es dit à un moment, ok, là, je deviens quand même un athlète, il faut que je fasse beaucoup plus attention à ma nutrition? Est-ce que tu as eu un déclic ou ça s'est fait naturellement Alors, j'ai pas eu de déclic et ça s'est pas fait naturellement parce que franchement, une fois de plus, je suis pas quelqu'un qui fait ça m'arrive quand même quasiment plus jamais d'aller au McDo, je dois dire, mais je suis pas quelqu'un qui fait très très attention à son alimentation. Je suis vraiment j'ai fortement réduit la viande.
mais j'en mange toujours. Tu as les bases, on va dire. Mais on était des gros carnivores et je pense que maintenant je mange encore de la viande 2 fois par semaine, ce qui pour moi qui en mangeais 6 fois, c'est quand même un gros changement. Et donc voilà, aller à zéro, j'y arriverai pas. Ouais. Donc Sarah parlait de mettre en place des choses réalisables. Moi j'ai eu des nutritionnistes qui me disaient oui, donc à midi il faudra penser à faire des rondelles de haricots, de radis, que vous allez manger ceci. Ok, on sait pas le faire tous les jours en fait. Non, c'est juste pas faisable quoi. Mais par contre une barre ou quelque chose comme ça, ou un pain d'épices avec un yaourt, ou des protéines, parce que finalement il y a beaucoup de gens quand même qui s'entraînent sur le temps de midi, et donc pour moi cette protéine elle a tout à fait sa place après une séance d'entraînement, quoi. Voilà, d'ailleurs, chers auditeurs, on va écouter ou regarder une séquence où Christophe va nous montrer tout ce qu'il mange pendant un ultra trail. Je peux vous dire, ça en fait de la nourriture. Alors ici, j'ai 3 questions pour toi. Est-ce que tu as une idée du nombre de calories qu'il y a ici autour de cette table? Alors sincèrement, j'ai une très très vague idée, donc je vais me taire. Par contre, je sais que je vais consommer entre 700 et 900 calories de l'heure. Okay. Et donc généralement, je vais prendre l'équivalent à minima 2 gels comme ceci par heure. À savoir que ça sera plutôt un gel toutes les 30 à 40 minutes. Ok, donc si tu dois partir pour 1 heure d'entraînement intensif quand tu es en course, ça va être 2 gels? Non, pour 1 heure, je vais juste en prendre un, que je vais prendre après 15-20 minutes. Après 5-10 minutes, ils font effet, donc j'aurai mon effet jusqu'à la fin de ma séance. Et donc moi, si je prends 2 compotes et un gel, je tiens combien de temps sur un ultra? Pas très longtemps. Non, pas beaucoup plus d'1 heure en fait, parce que c'est un peu le souci, c'est que les compotes, c'est très agréable en goût. Oui. Mais c'est beaucoup plus faible en calories. C'est ça, donc parfois tu vas prendre des trucs qui sont beaucoup plus caloriques et parfois c'est juste pour l'aspect goût, texture, mais ça t'apporte moins de calories. Et que le corps continue à manger, et continuer à manger, avec un peu moins de calories, mais continuer à manger. Ouais. Tu es au 100e kilomètre, tu es fatigué, si tu dois prendre un seul truc, ce serait quoi dans tout ça? La petite galette qui va bien. La petite gaufre qui fait du bien. Si tu devais choisir vraiment niveau goût, le meilleur de tout. J'ai un petit crush pour le banane kiwi vanille. Ah, c'est vrai que ça tente bien. Ouais. Ça donne envie. Ouais. Il passe vraiment bien, franchement. Okay. Il passe vraiment bien. Bon, moi, je te prends une petite gaufre. J'ai envie de la tester. Bonne année. Allez, merci. Ça fait beaucoup de nourriture, ça va? T'as su tout gérer? T'as préparé tout à l'avance comme ça? Tout est millimétré, j'imagine? Alors c'est assez important effectivement de prendre son schéma de course, de regarder vraiment le temps de course. Donc on va vraiment fonctionner en temps et pas en kilomètres, puisque forcément si je vais faire 70 km le long de la côte belge ou 70 km dans les Alpes, ça va pas être la même. On fait vraiment une organisation. Alors on fait une organisation aussi parce que sur un ultra, on sait a priori pas partir avec toute l'alimentation. Il y a une question de volume, il y a une question de poids. Moi, je suis un coureur qui court avec quand même un sac très très léger, donc du coup, la nourriture va avoir un impact sur le poids de ce sac super important. Oui, donc il y a des ravitaillements, c'est ça? Parce que j'imagine tu peux pas porter toute ton eau pendant toute ta course, sinon t'aurais 10 kilos sur le dos. Effectivement, il y a la question de l'eau, donc ça, on va boire de l'ordre d'un demi-litre d'eau par heure. Donc effectivement, ça va obliger un coureur, alors soit à emporter plus, soit à être certain que toutes les 2 heures, un minima, il va atteindre un point de ravitaillement. Et puis après, il y a la question de, comme je le disais, donc on va s'habituer à notre alimentation propre. Et donc, ça va être un équilibre à trouver. On va devoir aussi se renseigner sur ce que l'organisation va proposer comme alimentation sur les ravitaillements, pour savoir si c'est une marque auquel on est habitué, savoir si justement, si on a l'habitude de manger des oranges, est-ce qu'il y aura des oranges, est-ce que ça sera du coca, ça sera du Fanta, de l'eau gazeuse, de l'eau plate. Voilà, il y a quand même pas mal de petites questions qui peuvent bien changer la donne quand on est parti pour 30 heures dans les montagnes. Et donc effectivement, après, où est-ce qu'on va pouvoir nous
reprendre notre alimentation propre, c'est-à-dire est-ce qu'il va y avoir une base de vie où on va retrouver un sac et on va pouvoir récupérer l'alimentation pour la seconde moitié, ou est-ce que on a des amis ou une famille qui va nous suivre sur les ravitaillements et qui va pouvoir nous permettre de recharger notre sac avec ce qu'on a l'habitude de manger. Ouais. Donc c'est une grosse quand même organisation, la partie nutrition sur un ultra. Ouais. Oui, c'est un planning, parce que j'imagine que si tu prends 2-3 bars trop courts, que tu es en hypoglycémie, ça peut changer la donne sur ta course, quoi. Oui, alors il faut absolument jamais calculer trop court. Ça arrive évidemment assez souvent, un peu plus pour la question de l'eau, puisque forcément en fonction de la température, même chose, ça va pas être identique si on court sous 16 degrés ou 25 degrés. Et ça, souvent en fait on est un peu pris au dépourvu ou un peu mal organisé de ce côté-là. Donc ça va être super important. Et non, au niveau de l'alimentation, moi je fais toujours attention à avoir assez, et je mange toujours aussi malheureusement un peu moins que ce que j'avais prévu. Donc j'arrive plutôt au ravito avec du surplus plutôt que trop peu. Et quand tu vois une alimentation comme ça, tu te dis il faut pas trop que mes patients regardent, ou il faut pas que d'autres personnes se comparent à cette alimentation-là, parce que j'imagine que c'est assez exceptionnel de manger comme ça en tout cas. Oui, tout à fait. Maintenant, dans le cadre de Christophe, on est sur quelque chose de très spécifique, on est sur de l'ultra-trail, etc. Et là, c'est vraiment juste l'apport qui va être important pendant sa course pour lui permettre de terminer dans les meilleures conditions possibles, pour empêcher la déshydratation, etc. Donc voilà, c'est certainement pas quelque chose que je recommanderais dans le quotidien de quelqu'un. Mais donc toi, tu vas analyser le sport et tu vas dire, ok, tu fais ça comme sport, donc c'est autant de besoins énergétiques, donc je vais te conseiller ça et ça, j'imagine. Tout à fait, en fonction de l'objectif de la personne, en fonction de son poids, il y a beaucoup de choses qu'on peut calculer, on peut estimer sa dépense énergétique, et en fonction de ça, moi je vais essayer de lui donner des conseils, des pistes à essayer. Je rejoins toujours ce qu'a dit Christophe au début, tester, parce que entre moi ce que je vais conseiller et comment ça va se passer vraiment, il y aura des choses à réadapter. Et d'ailleurs ici, une question que j'entends énormément, c'est qu'est-ce qu'on peut manger avant un entraînement intensif? Donc disons, je vais aller à la salle de sport, je sais que ça va être un gros entraînement, que ce soit pour nos auditeurs, que ce soit en course à pied, en crossfit, en musculation, badminton, etc. Je sais que j'ai un entraînement hyper intensif. Quelques exemples, ça peut être quoi? Alors, moi, je vais toujours donner aussi une info qui a un timing à respecter. C'est-à-dire que, quand se situe l'entraînement, s'il est idéalement, pour que mon repas soit digéré, il me faut au moins 3 heures de digestion d'un repas, et ça va encore dépendre de ce que je vais mettre dedans. Donc, c'est-à-dire que au plus le repas va être riche en graisse, au plus il va prendre du temps à se digérer. Ouais, une tartiflette, c'est pas top, quoi. Voilà, t'as tout compris. C'est pas le meilleur pour aller s'entraîner. Donc, en fait, globalement, en général, je vais demander quand la personne s'entraîne, mais si on reprend l'exemple des salles de fitness, en tout cas, on va plutôt s'entraîner fin de journée, etc. Donc, il y a eu un lunch à midi. L'idéal, c'est quand même qu'il y ait eu un repas complet. Donc, quand je dis un repas complet, ça peut être du pain, du riz, des pâtes, etc. avec une source de protéines, avec ou pas de légumes éventuellement. Mais donc, ce repas-là, il sera pas suffisant si la personne va s'entraîner à 17 heures. C'est-à-dire que physiologiquement, la personne, elle sera à jeun. Moi, j'ai eu le cas quand je travaillais en salle de fitness. Beaucoup de personnes venaient à 19h, ils avaient un coaching en salle. Combien de fois ça m'est pas arrivé qu'il y ait une hypoglycémie de la personne sur la machine, une chute de tension. Mais moi, honnêtement, je mange beaucoup, ça, y a aucun souci avec ça. Mais donc, si je mange le midi et que je m'entraîne à 16-17 heures, je prends une demi-banane. Juste avant, parce que j'ai pas envie d'être trop lourde. Est-ce que c'est En fait, bien, de nouveau, si la personne s'entraîne vers 17h, je vais peut-être conseiller qu'une heure avant, en fait, on consomme un petit peu de glucides. Donc, une banane, ça peut être une pomme, ça peut être des fruits secs, donc raisins secs ou des choses comme ça. Ça pourrait être un yaourt dans lequel je viens mettre un peu de confiture ou de miel, pourquoi pas. Ça pourrait être, Christophe a parlé du pain d'épices, moi j'aime bien cette alternative-là. Le pain d'épices, on entend beaucoup chez les sportifs. Pain d'épices, on peut prendre ça, on peut prendre des biscuits tout simples comme des petits beurres ou des choses comme ça. Donc ça pourrait être une heure avant, ou éventuellement, la personne s'entraîne plutôt vers 19h, et là je vais gonfler un peu plus la collation. Donc je vais mettre des glucides et je vais mettre des protéines. Donc on peut être une barre de céréales, et on peut mettre de nouveau, on peut être sur un berlingot de lait, un produit laitier, on peut être sur un tout petit peu de noix, par exemple. Mais pas trop manger, parce que parfois, non. J'ai déjà eu le coup où je me fais un bon petit goûter parce que j'ai faim, et puis pendant ma séance, l'estomac, ça va pas du tout. Tout à fait. Alors moi, le matin, j'ai trouvé un truc de dingue. Enfin, ma femme a trouvé un truc de dingue. Elle fait, ça s'appelle un overnight. Et donc, tu peux expliquer. C'est quoi, c'est un porridge, non? Tout à fait. En fait, c'est des flocons d'avoine qu'elle fait tremper la veille dans le frigo et qu'elle recouvre de lait de soja ou de lait classique, de pâche. C'est comme un pudding, alors? Et donc, en fait,
Non, c'est plus liquide. Les flocons d'avoine vont en fait contiennent beaucoup de fibres, des fibres solubles, donc ils sont très digestes. Et ils vont se gonfler en eau, et donc ça va donner un peu cet aspect, pas vraiment... Porridge. Oui, voilà, tout à fait, c'est ça. C'est une alternative gain de temps pour le matin, etc. C'est assez digeste, franchement, les flocons d'avoine avant le sport. Donc voilà, 2 heures avant, pourquoi pas, en petite collation, on pourrait très bien se faire ça avec du lait, avec un petit yaourt éventuellement, et une cuillère à café de miel, par exemple, dedans pour avoir le goût sucré. Et donc, quand tu manges ça le matin, tu cours à midi. Non, même pas. Moi, je prends ça le matin avant une sortie longue. Avec ça, je peux partir courir 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures, même si j'ai un trail et qu'après, je dois rouler. Donc, j'habite à Bruxelles. Si je dois rouler vers Liège ou quoi pour aller faire même une course par là, ça me permet de franchement tenir super longtemps. Et la banane, t'en as parlé, hein, mais ça reste un petit tips, franchement, qui est incroyable. Entre un tiers de banane, une demi-banane ou une banane, en fonction du temps qu'on a, ce qu'on va faire, ça marche à tous les coups. Moi, je trouve que ça pèse jamais sur l'estomac, ça passe super bien. C'est hyper digeste. Ça fait le job. Moi, je sais pas si c'est un ressenti quand j'ai une grosse séance, je me dis toujours, tiens, est-ce que je suis pas limite niveau nutrition? Et je sais qu'avec une demi-banane, en fait, ton corps va quand même l'utiliser, et ça me rassure, en fait. Je me dis, bon, normalement, j'ai assez de sucre, je peux tenir l'entraînement. Tout à fait, la demi-banane, on est quand même sur déjà 15 grammes de glucides, donc c'est déjà assez intéressant, hein. Ça peut me permettre de tenir facilement 1 heure, comme ça, à fin de journée. Maintenant, si j'ai vraiment un entraînement qui va durer un peu plus longtemps, ce sera peut-être pas suffisant, quoi. Bien sûr. Et tu t'entraînes combien de fois par semaine? Alors, je voudrais revenir d'abord sur la nutrition et l'entraînement, parce que ça, c'est une erreur que j'ai fait pendant des années, en fait. J'ai été jusqu'à m'entraîner pendant très, très, très longtemps sans manger. Quand je dis pendant très longtemps, c'est que je partais faire des sorties de 3-4 heures. Dans le meilleur des cas, je prenais 1 flasque ou 2 flasques, donc limite, je buvais pas beaucoup. Ouais, mais en tout cas, je prenais pas de nutrition. Et donc, en fait, ça a quelque part un peu déshabitué mon corps à manger en courant. Or, c'est typiquement ce qu'il faut habituer au corps à faire quand on veut faire du trail, parce que on parle de l'ultra trail, mais ne fût-ce que pour un trail de 3, 4, 5 heures, il faut manger. Et donc ça, c'est quelque chose, ça c'est par exemple un des gros conseils que m'a donné l'ultra trailer avec qui je discute pas mal et j'échange là-dessus. Alors ça paraît tout bête, mais c'est lui qui m'a dit non, maintenant, à partir de maintenant, tu pars courir 3/4 d'heure, tu prends une pâte de fruits avec toi, t'en as pas besoin, c'est pas mon souci, c'est pas la question, tu vas pas la prendre parce que t'en as besoin, tu dois la prendre parce que ton corps doit être réhabitué et habitué à manger en courant. Oui, comme ça, comme ça, tu gardes ton sucre dans ton sang. Enfin, comme ça, tu n'es pas en hypoglycémie, c'est ça? Oui, c'est même plus que ça. En fait, on parle vraiment d'entraîner le système digestif. C'est un entraînement, en fait. Et je rejoins tout à fait ce que dit Christophe, dans le sens où moi, quand je prépare aussi des trails, alors je fais pas les mêmes distances, mais je me force vraiment à prendre, par exemple, des gels, des barres dans des côtes pour vraiment essayer d'entraîner, en fait. Essoufflé, oui, tout à fait, dans des conditions qui sont plus difficiles. Pourquoi? Si j'arrive à entraîner mon organisme dans des conditions difficiles, le jour de la course, je dis pas que ce sera les doigts dans le nez, loin de là, mais ce sera déjà plus facile, en fait. Et parce que l'ultra trail ou le trail, c'est quand même un sport assez niche, assez spécifique. Quelqu'un qui va s'entraîner en salle de fitness, on voit jamais quelqu'un pousser au bench et puis manger une petite barre, etc. Donc j'imagine que ça dépend quand même de la dépense énergétique. Ça dépend de la durée d'effort, en fait. Okay. C'est-à-dire que quelqu'un en salle de fitness, globalement, il va s'entraîner une moyenne d'1 heure, parfois plus. Moi, ce que j'ai tendance à dire, si vous entraînez 1 heure, je mettrais quand même en avant l'hydratation, parce que la majorité des gens ne s'hydratent pas assez, donc arrivent à la salle de sport déshydratés, donc ça joue sur leur capacité physique et mentale, en fait. Et c'est comme ça qu'on peut se blesser facilement aussi. En tout cas, entraîner une fatigue dans le corps. Et donc j'aurais vraiment tendance à dire, prenez quand même de l'eau pendant votre séance et essayez de boire entre vos séries, entre vos temps de pause, etc. Et donc les gens qui enchaînent les cours collectifs, qui sont en salle de fitness, mais parfois on voit des personnes qui font un peu plus du bodybuilding ou quoi, qui s'entraînent 2 heures, 2 heures et demie. Là, ils doivent s'alimenter, j'imagine. Pas forcément s'alimenter, mais en tout cas apporter de l'énergie, apporter des glucides. Et donc, moi, dans ce cas-là, j'aurais tendance à parler de boissons d'effort. Alors, boissons d'effort, on peut en trouver dans le commerce, on peut en faire aussi soi-même, parce qu'en fait, quand on est sur une durée d'effort assez courte, on a besoin de quoi? De l'eau, du sucre et du sel. Et du miel, parce que ça maintenant c'est la nouvelle mode, avoir des petits shots de miel, c'est bien aussi alors.
en fait, au final, le miel, qu'est-ce que c'est? C'est des glucides. Donc voilà, de nouveau une boisson d'effort. On peut faire une boisson d'effort avec du miel, on peut faire avec de la grenadine, on peut faire avec du sucre, on peut faire avec du jus de raisin, en fait, simplement. J'ai jamais testé. Alors c'est une bonne remarque, parce que en fait, j'avais pas réalisé, mais là, je suis en train de réaliser que quand je suis à la salle de sport, donc quand je fais le renfort, je fais pas le cardio, je suis le seul, en fait, sur tout le plateau avec ma gourde. Donc c'est marrant, alors que je suis pas du tout, je suis très loin d'être un exemple. J'en sais rien, parce que justement, c'est ce que je disais, à la limite en courant, je vais pas m'hydrater de dingue. Mais effectivement, les gens, ils viennent faire des séances de 1 heure, 1 heure et demie, en poussant, comme tu dis. Ouais, et ils boivent pas. Non, et ils boivent pas, mais pas du tout. Et le jus de raisin d'ailleurs, parce que je sais pas si t'as déjà entendu le jus de betterave. Moi j'ai entendu une cure de jus de betterave avant d'aller courir pour, je sais même plus c'est pourquoi, pour le système sanguin. En fait, il y a le jus de betterave ou même le jus de cerise. Les coureurs du Tour de France, ils mettent ça en place comme stratégie un petit peu de récupération. C'est surtout en lien avec tout ce qui est flavonoïdes, antioxydants, etc., qui ont un côté anti-inflammatoire qui va être intéressant. Maintenant, de là, est-ce qu'il faut prendre du jus de betterave? Parce que je vois ta question après. Je veux toutes les infos, moi. Est-ce qu'il faut prendre du jus de betterave ou du jus de cerise après pour être en pleine forme et récupérer de ses séances? Pas forcément, en fait. Oui, c'est ça, c'est un plus. Maintenant, il y a des shots moi, quand je fais entre 10 kg et 40 kg en compète. Donc kilomètres, Ouais, 10 à 40 km. Ouais, je prends des shots de jus de betterave. Donc les 3 matins qui précèdent la compétition, et puis le matin de la compétition. Et franchement, d'après ce que j'ai compris, ça a un impact sur le flux sanguin aussi. Ouais, tout à fait. Ouais, et après il y a un effet placebo, comme pour tout. Mais ça peut être exactement. Utile. On peut quand même Mais comme je dis que je suis vraiment convaincu par les effets placebo, mais en tout cas je trouve que ça fonctionne vraiment bien, quoi. Mais donc là c'est vraiment sous forme de shot, quoi. Mais donc tu manges beaucoup, j'imagine, tout ce qui est gel, boissons sucrées, etc. Parce que tu t'entraînes combien de fois par semaine? Alors non, du coup, malheureusement, ce dont je parlais, je le fais pas toute l'année. D'accord. Je le fais pas toute l'année, donc c'est vraiment sur les 4, 5, 6 semaines avant l'ultra, où je vais commencer à réintégrer de la nutrition sur ma course aussi, parce que sinon je consommerais des quantités de nourriture de dingue. Tu manges plus que tu cours au final, quasi. Je suis pas souvent avec un sac, donc ça t'oblige aussi quand même chaque fois à être un sac. À avoir un sac, c'est toute une logistique autour. Donc maintenant j'ai pris l'habitude et ça a l'air de fonctionner. Je réhabitue, on va dire, mon corps. Aussi, c'est dans les moments où on a des volumes un peu plus importants. Donc sur les longues sorties, évidemment, les très longues, ça j'ai évidemment toujours de la nutrition avec moi et toujours de l'hydratation. Mais j'en rajoute sur des séances plus courtes dans les 5-6 semaines qui vont précéder l'ultra. Je voudrais quand même insister sur quelque chose, parce que on parle de l'ultra, mais comme tu dis, c'est une niche, c'est vraiment une niche. La nutrition, elle est quand même fondamentalement différente. Sarah, tu me coupes si t'es pas OK avec ça. Mais donc, on considère qu'on va quand même, on va s'intéresser à la nutrition en course à pied à partir de 10 km. Et entre 10 km jusqu'au marathon, pour moi, on est dans un monde de la nutrition, et c'est vraiment après, quand on va passer au-dessus de 45-50 km, qu'on va aller dans un autre univers. Alors, même chose de nouveau, comme Sarah l'a dit et comme je l'ai dit, il faut parler en temps, en fait, et pas en kilomètres, donc l'inverse de ce que je suis en train de faire. Mais il faut se rendre compte d'une chose, et ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment expliquer aux auditeurs. Pourquoi est-ce que la nutrition est si compliquée en ultra trail? Faut comprendre que le système digestif ne va pas du tout fonctionner. Il va perdre tous ses repères. Donc le sang va le quitter, puisque le sang, notre corps va orienter le sang vers quoi? Vers vraiment les parties du corps qui en ont besoin, etc. C'est-à-dire le cerveau, le cœur, les jambes. Donc le système digestif va perdre vraiment tous ses repères au niveau circulation sanguine. Ce système digestif, avec les chocs, avec les kilomètres, il va être complètement irrité. Donc on a fait des études, on en arrive à retrouver des systèmes digestifs en fait qui sont plus perméables. C'est-à-dire qu'on a une alimentation en fait qui n'est même dans certains cas plus contenue seulement dans le système digestif. Et donc c'est ces éléments-là aussi qui fait que oui, on va être malade, quoi. Sur un ultra, on peut être malade.
il faut savoir que j'ai plus le chiffre exact en tête, mais on a constaté que je pense c'est 70 ou même plus 70 à 80% des abandons sur ultra sont dus à l'alimentation. Ah oui, j'ai entendu. Ouais. Ouais, je pense que c'est vers les 70%. Donc c'est colossal. Et donc en fait, c'est quoi avoir de l'expérience de nutrition en ultra? En fait, c'est apprendre à gérer ce souci qui quasiment dans tous les cas va arriver, qu'on se soit entraîné, qu'on ne se soit pas entraîné. Et donc moi maintenant, donc j'en étais arrivé à ne pas manger durant les 70-80 premiers kilomètres. Donc c'est très long ça. C'est très long. Un jour, il y a un médecin qui me dit sur une course, il me dit ah ouais donc là t'as des soucis de nutrition. C'est quand la dernière fois que t'as mangé? Il me dit. Je dis bah j'ai pas mangé depuis le départ en fait. Il me dit regarde un peu ta montre et ça faisait 12 heures que j'étais en train de courir en montagne quoi. Et donc il me dit je pense qu'on a un souci. Tu viens avec moi, tu vas manger une soupe, un truc, un machin. Et donc, en fait, j'étais arrivé vraiment dans un processus où, pendant 80 km, donc un paquet d'heures, je ne mangeais pas. Ça fonctionnait très bien. Et après 80 km, bah, forcément, il y avait un bug. Et là, je commençais à être malade. Et mentalement, je gérais le truc. Et pendant les 80 suivants, j'étais malade. Mais je finissais ma course. 80 sans manger. Et 80 en mangeant un peu et en étant malade. Et même chose, en discutant avec des ultra-trailers qui avaient ces notions de nutrition, ils m'ont vraiment fait prendre conscience qu'en fait, il fallait même commencer à manger avant que la course démarre. Et donc, ils m'ont dit, en fait, nous, quand on est sur la ligne de départ, on mange une barre, quoi. Et donc, avant de commencer, déjà, pour habituer son corps... C'est même pas qu'on va commencer à manger vite dans la course, c'est qu'on va même commencer à manger avant que la course ne démarre, en mode, tu expliques à ton corps qu'en fait, il faudra se nourrir. Il y a rien qui s'arrête, quoi. Il y a rien qui change. C'est juste que tu manges et à un moment, en mangeant, tu vas commencer à courir. Voilà. Oui, j'ai même envie de rajouter, c'est même les 3 jours avant qu'il va falloir préparer ça. Et tout à fait, je te rejoins. Moi, je donne souvent des conseils, soit une boisson d'attente, soit, comme tu dis, une barre, en fait. Déjà, juste avant de partir, et prendre régulièrement, en fait. Parce que, de toute façon, cette saturation, elle va arriver. De toute façon, cette déshydratation, elle sera là. De toute façon, c'est le mental qui va prendre le relais. Mais on va essayer de faire fonctionner le corps le mieux possible, en fait. Plus souvent, alors. Oui. Maintenant, comme dit Christophe, à un moment donné, je pense que quand on est dans des conditions comme ça, on fait au mieux, quoi. Mais c'est de commencer dès le début, en tout cas. Et donc, comment t'organises alors ta vie de tous les jours? Parce que t'es CEO des magasins Trax, mais donc ça fait beaucoup de boulot, j'imagine. Comment t'arrives à caser tous tes entraînements? Alors non, ça je dois avouer, ça c'est absolument extraordinaire. C'est que du coup, j'ai complètement la main sur mon agenda. Et donc, oui, j'ai des journées qui sont pleines. La preuve, c'est que, je pense que 9 déjeuners sur 10, malheureusement, je les saute. Mais je m'entraîne quasiment toujours 2 jours. J'ai d'ailleurs un respect incroyable pour les gens qui ont des horaires plus des 9 to 5 et qui doivent s'entraîner le matin avant d'aller bosser ou le soir. Dans le noir. Voilà, en Belgique, ça fait quand même facilement 4 à 5 mois par an. Oui. Donc ça, c'est juste impressionnant. Donc oui et non, quoi. J'ai cette flexibilité. Je sais que je dois avoir terminé mon entraînement pour 14 heures. Si à 14 heures, 15 heures, je l'ai pas fait, je sais que ça va plus me peser, puisque chacun a un peu son heure idéale. Ouais, voilà, j'allais parler d'horloge biologique, et donc moi je vais être plutôt du matin, voire même parfois plus 7-8 heures. Mais à la limite, moi c'est un peu paradoxal. Je vais m'entraîner à 7 heures du matin les samedis et les dimanches. Alors que pendant la semaine, je vais plus m'entraîner, après avoir une première partie de journée, je vais plus m'entraîner vers 10-11 heures. Ouais. Mais d'ailleurs, en parlant, quand tu t'entraînes tôt le matin, tu le fais à jeun ou tu manges? Alors c'est ça. Je pense que c'est un peu de là historiquement qu'est venue cette habitude de courir à jeun. Donc, on sait que, il y a d'ailleurs des études là-dessus. Ça peut être plutôt bénéfique. Mais c'est plutôt dans le cadre de perte de poids. Ça peut être plutôt bénéfique d'avoir des... Je vais quand même intervenir. Ouais. L'œil de l'expert. Parce que moi aussi, la question qui me revient souvent, c'est je veux perdre du poids, est-ce que je peux courir à jeun? En fait, c'est ce qu'on montre actuellement par les différentes études, c'est que s'entraîner à jeun, pour perdre... sur 1 heure d'entraînement, on va avoir en tout et pour tout, ça dépend entre hommes et femmes bien sûr,
mais 59 grammes, je pense, de graisse, c'était ça, de lipides qui aura été utilisé. Ok. C'est quand même pas beaucoup, je trouve, pour 1 heure, en fait. Et le problème de l'entraînement à jeun le matin, c'est en lien avec le pic de cortisol, en fait. Donc, il y a une sécrétion naturelle chez tout le monde entre 5h et 8h du matin de cortisol, qui est l'hormone du stress. Et donc, ça ssera pas forcément super productif, en tout cas, en termes de qualité de séance. Ça n'augmente pas, en tout cas, de ce qu'on voit, plus l'apport, l'utilisation des graisses à l'effort, pas énormément en tout cas, et ça peut induire une fatigue après. Maintenant, faut de nouveau nuancer. On peut s'entraîner à jeun en endurance et des choses comme ça. Si après ça, je mise quand même sur mon petit déjeuner, je mets les protéines dans ce petit déjeuner, je m'hydrate bien. Sinon, c'est le coup de pompe assuré tout le reste de la journée et la fatigue. Alors on est tout à fait d'accord, hein, donc mais j'allais y venir. Donc pour moi un run à jeun c'est à la limite ce qu'on va appeler une petite séance de recovery. Donc c'est 1 heure et il n'y a pas d'intensité, hein, donc trottiner, un petit jogging. Oui, on va pas aller faire des fractionnés qui soient courts, qui soient longs à jeun. Et même chose, je vais pas partir. Alors je peux partir à la limite à jeun, mais comme je le disais, je vais souvent prendre un overnight. Mais en tout cas, si c'est une sortie plus longue, je prends de la nutrition avec moi, quoi. Et après une séance, parce que maintenant on sait ce qu'on peut manger juste avant, pendant, il faut s'alimenter aussi, et après. Parce qu'après, il y en a qui ont beaucoup plus faim, justement, ou il y en a qui ont l'appétit coupé, donc... Alors, ça va être variable, tout à fait, Ouais. hein. Soit, en fonction de l'intensité de mon effort, il y a des sécrétions hormonales, il y a de l'adrénaline, il y a des gens qui vont avoir vraiment l'appétit coupé. Alors, moi, il y a toujours en général, de manière globale dans l'alimentation, j'ai tendance à dire, écoutez vos sensations corporelles. Maintenant, après l'activité sportive, c'est le seul moment où je dis, non, là, on va quand même manger. Un tout petit peu, ça peut être une collation, ça peut être un repas, ça dépend de la personne, ça dépend de son horaire, mais je pars toujours des 3 R. J'ai besoin de réhydrater l'organisme, donc j'ai besoin de récupérer des urines claires, ok? Même si je me suis hydratée pendant l'entraînement, il y a sans doute une déshydratation qui s'est installée, j'ai pas tout compensé. Deuxième R, c'est recharger. Donc en fait, j'ai besoin de remettre des glucides dans mon alimentation, j'ai besoin de remettre un petit peu d'énergie. Donc dans le cadre d'un repas, ça peut être du pain, des pâtes, du riz, etc. Si c'est une collation, ça peut être un fruit, hein, tout simplement en fait. Ouais. Et le troisième R, j'ai besoin de réparer. J'ai besoin de réparer les fibres musculaires qui ont été abîmées à l'effort. Donc j'ai besoin de protéines en fait. Donc ça pourrait être, Christophe a parlé plusieurs fois des barres, ça pourrait être pourquoi pas une barre avec un fruit. Si c'est une collation en tout cas, hein, ça pourrait être un produit laitier ou même un berlingot de lait chocolaté en fait. On entend souvent ça, Ouais, hein. Un CCML après l'effort pour... Il y a des protéines dans le CCML ? Tout à fait, il y a des Ok. protéines dans le lait. Hein. Donc dans Ok. le CCML, un berlingot de 250 ml, on a des protéines. Genre CCML banane, Tout à fait. ça a l'air bon ça en plus. Ouais, hein, c'est sympa. Non, le CCML en récup, Bien sûr. c'est top. Hein. Mais j'ai jamais testé. Parce Parce que que j'ai l'impression Il y en a que... un autre hein, qui contient quand même un peu moins de sucre. Je sais On plus a comment en il fait, s'appelle, maintenant on a besoin un petit peu de glucides aussi, mais on va avoir des glucides dedans, on va avoir de l'eau dans le CCML aussi, on a des protéines et du potassium en fait. Et tout ce qui est... alors shake de protéines, parce qu'il y en a beaucoup qui se disent « Ah, les shakes de protéines... Enfin, c'est pas naturel, etc. » Mais au final, c'est... Au final, si on analyse la composition, c'est quoi? C'est de la protéine de lait, donc c'est la protéine de lactosérum, donc on a extrait la protéine du lait et on l'a mis en forme de poudre, ok? Donc c'est simplement ça qu'on va venir mettre. Alors moi, je vois beaucoup dans les salles, ils mettent ça dans l'eau, c'est juste dégueulasse au niveau goût. Oui, mais c'est ça que j'ai déjà goûté. Moi, j'aime pas trop. Non, mais dans l'eau, moi, je conseille pas parce que l'idée, c'est d'avoir aussi quand même un petit peu de glucides. Un peu de plaisir aussi. Aussi, tout à fait. Faut que ça reste agréable à prendre, hein. Donc, est-ce qu'il faut en prendre ces shakes? Non, pas spécialement. Maintenant, c'est une alternative. Si, j'avais le cas ici d'une sportive qui avait fait un entraînement assez intense à la salle et tout de suite, 1h30 après, elle allait au resto avec sa grand-mère. Elle m'a dit, Sarah, j'ai rien pris avec moi. Et en fait, je dis, quoi, qu'est-ce qui s'est passé après? Au restaurant, ça s'est vraiment mal passé, j'ai surconsommé, je crevais de faim, etc. Ah oui. Et en fait, j'ai pas profité de ce moment-là et ça a joué sur ma quantité alimentaire. Au final, ça aurait pu être intéressant dans son cas, parce qu'elle a déjà pris ça, de prendre éventuellement ce shake de protéines. Donc, je peux mettre de la poudre de protéines dans, par exemple, du lait de soja, ça permet de diminuer la quantité de poudre que je vais mettre, ou je peux avoir des shakes tout prêts à l'emploi. Oui, c'est ça remplace une barre. Soit on prend une barre. Personnellement, protéines, j'en prends assez souvent après mes entraînements. Et en fait, quand je m'entraîne autour de midi, je fais mon entraînement,
prends mon shake après et du coup honnêtement ça me sert un peu de bon alors c'est peut-être pas terrible mais ça me sert un peu de déjeuner, c'est-à-dire que quand je fais ça honnêtement dans l'après-midi j'ai pas faim et j'arrive au repas du soir. Ouais, je pense avec les éléments que tu as expliqués dans ton quotidien tu fais bien de le faire justement pour te permettre de récupérer, de tenir le reste de ta journée en fait. Ouais. Comme d'habitude, j'ai été à la rencontre des Gymsers. Je leur ai posé des questions, d'ailleurs, sur leur alimentation. Donc, écoutez ça. Qu'est-ce que tu manges avant une séance de sport ? Avant une séance de sport, j'essaie de manger un peu des petits trucs, etc. Histoire que je vomisse pas. Donc, une banane pour bien commencer, pour avoir du peps. Du pain complet et des œufs. Petite omelette, assez traditionnelle quand on va à la salle en général après. Banane shake protéiné, des flocons d'avoine, des œufs. Moi, c'est souvent une banane ou une gaufre. Parfois une petite banane pour donner un petit boost. 3 dattes et du miel et une banane aussi. Et est-ce que tu prends des shakes de protéines ? Ah bien sûr, j'en prends 3 par jour. Ah ouais non, j'en prends toutes les semaines, tous les jours pratiquement. Oui, 2 à 3 par jour en général. Toujours après l'alimentation. Un shaker après chaque séance et on essaye justement de faire ça chaque jour, donc même quand on vient pas à la salle. Est-ce que tu es plutôt du genre à faire fast food ou healthy meal après une séance ? Non, moi je suis vraiment à fond healthy meal. Ça dépend, parfois je peux me laisser tenter, peut-être un cheat meal par semaine. Mais généralement, je mange un peu tout ce qui est sain, du poisson, quelque chose qui pourrait vraiment me donner beaucoup de force et tout après. Ça part souvent dans du fast-food quand même. Oh, healthy, sinon ça ne sert à rien. Ouais, idem. Moi, par exemple, je peux me permettre de fast-food, prise de masse. Je brûle beaucoup de calories, du coup, les deux. Mais j'aime bien manger proprement. Du coup, je suis plus healthy. Mais donc, on a beaucoup parlé de nutrition. Mais donc, pour toi, Sarah, l'hydratation, ça fait partie du point 1, j'imagine, pour tout sportif débutant, confirmé athlète. Ouais, pour tout le monde déjà, même pas sportif. Mais effectivement, on a plus ou moins 60% d'eau dans le corps. L'eau, c'est partie intégrante du cerveau, du sang, du système digestif, des os. Ça permet le fonctionnement global du corps. Et globalement, on va perdre plus ou moins, hors activité sportive, 2,5 litres d'eau par jour parce que on respire, on transpire, on parle. Il y a de l'eau qui est utilisée pour les besoins métaboliques de l'organisme. Et donc, cette eau, elle doit être compensée si on est dans une dette, en fait. Et ça peut induire, on peut aller jusqu'à d'abord une déshydratation légère. Et ça va impacter le côté cognitif et le côté physique, en fait. Oui, la population générale boit pas assez, je suppose. Je sais pas si toi, quand t'as tes coachés, tu leur dis « Ah non, tu bois que 1 litre par jour, il faut boire plus. » Alors, je vais pas être dans le jugement, hein. Oui. Je vais essayer de comprendre, mais effectivement, je vais essayer de trouver des clés avec la personne. Tiens, comment on va faire ? Ici, on a mis, par exemple, il y a des bouteilles ici à disposition. C'est déjà de voir, ok, la personne, est-ce qu'elle sait c'est quoi une bonne hydratation ? Moi, je donne toujours un petit tips très concret, c'est la couleur des urines. Déjà, si vous n'avez pas été aux toilettes de la journée, posez-vous la question, quoi. Ah oui, non, c'est clair. Il y en a qui, par exemple, moi, j'ai une patiente que j'ai en kiné qui m'a dit moi, avec mon boulot, impossible d'aller aux toilettes et donc elle attend quand elle rentre chez elle. Alors, je sais pas comment elle fait parce que c'est vraiment se retenir, j'imagine, 2 blocs de 4-5 heures, donc c'est pas bon du tout. Ouais, tout à fait, ça va jouer. Et donc, ils boivent pas de peur de devoir aller aux toilettes. Donc, c'est un cercle vicieux. Il peut y avoir ça, il peut y avoir la personne est tellement prise dans son boulot et dans son quotidien et elle ne ressent même plus les signaux de soif, en fait. Moi, j'ai ça, hein. Ah, parce que là, t'es le seul qui a bu d'ailleurs. Ouais, Sarah, faut qu'on boive un petit coup, là, je pense. C'est parce que j'ai été courir il y a pas trop longtemps et que, mais non, je bois quasiment pas de la journée, quoi. Ouais, donc tu bois quand tu fais du sport parce que tu t'en as besoin, mais sinon, tu bois pas du tout. Ouais. Ce qui prouve, comme dit Sarah, en effet, à mon avis, que je suis déshydraté parce que je dois pas aller à la toilette, donc. Mais donc, toi, quand tu vas courir, je dirais 1 heure, tu ne penses pas à t'hydrater. C'est plus de 1 heure que tu te dis, je vais prendre une gourde avec ou quoi ? Ouais, je devrais pas le dire, mais je dirais même plus. C'est plus d'1h45, 1 heure. Là, tout à l'heure, j'ai été courir 1h30. Ça m'est pas du tout venu. Alors, j'avais une gourde dans ma voiture, donc j'ai bu juste avant. Non, j'ai bu aussi juste avant d'aller courir. J'ai bu, au total, je pense, elle devait faire 500, donc j'ai bu un demi-litre. Mais je n'ai pas bu pendant l'heure 30 durant laquelle j'ai couru, quoi. C'est fou parce que moi, contrario de toi, je dois toujours boire. Je préfère avoir trop à boire que trop peu. J'ai l'impression que j'ai
j'ai soif, moi. Je rentre de ma sortie de course à pied ou de mon sport, mais je sais boire 1 litre d'eau, quoi. Ouais, tout à fait. En fait, je vais peut-être apporter une info aussi. Si maintenant je suis bien hydratée et que je m'hydrate bien tout au long de la journée, 1 heure de sport, j'ai pas besoin globalement de m'hydrater. Ok, sauf si condition extrême, il fait 40 degrés dehors. Oui. Bien sûr, là oui, on va nuancer. Mais ce qu'il y a, c'est que la perception de soif, par exemple, à l'effort, elle va arriver plus tardivement. Donc, on va commencer à ressentir la soif. On est déjà déshydraté à raison de 2%. Ça fait 20% de capacité en moins. Voilà, je rejoins toujours ce qu'on a dit depuis le début. L'idée, c'est de s'entraîner, c'est de tester, c'est voir, en fait, quand je m'hydrate mieux, est-ce que c'est mieux pour moi? Est-ce que j'ai une meilleure énergie pendant ma séance? Est-ce que dans ma journée, c'est mieux? Si la personne voit qu'il y a un impact positif, elle va déjà être plus motivée à mettre les choses en place. Oui, c'est ça. Donc, Sarah, boire à la soif ou boire... Ah oui, c'est ça. Alors moi j'ai toujours tendance à proposer en tout cas d'anticiper quand même souvent. Mais en tout cas de commencer sa journée par un grand verre d'eau, parce que si vous regardez la couleur de vos urines le matin, chez tout le monde elle est pareille, elle est bien foncée, on est tous déshydratés. Et j'ai beaucoup de personnes qui commencent leur journée avec du café en fait. Ah oui, ça déshydrate ça, non le café? Il faut déjà consommer quand même quelques tasses pour que ça ait un effet déshydratant, mais c'est pas la meilleure boisson pour réhydrater. Donc on va commencer déjà par un grand verre d'eau en fait, et essayer déjà d'accompagner ses repas d'un verre d'eau. Oui, grand verre d'eau le matin. Et en parlant de café d'ailleurs, est-ce que tu crois que c'est bien de prendre du café avant une séance de sport ou quoi? Parce qu'il y en a parfois qui se disent un petit café, puis ça va me mettre focus. Je sais pas si t'en consommes avant des séances. Avant des séances, non, j'en consomme de fait beaucoup plus qu'avant. Mais c'est vrai que, en fait, moi, c'est plutôt l'inverse. Je vais, honnêtement, avant une compétition, même un gros entraînement, je vais pas en prendre. Et une compétition, je vais calmer le jeu 2-3 semaines avant, quoi. Ah oui, donc tu vas diminuer. Ouais. Ah, c'est l'effet inverse. Pourtant, j'ai l'impression qu'il y en a qui disent, allez, tu prends un café avant ta compète. Mais du coup, quand tu vas reprendre de la caféine aussi, pendant la compétition, maintenant, il y a quand même de plus en plus de gel avec de la caféine. Moi, je les prends principalement la nuit pour rester éveillé. Oui. Du coup, ça met un choc parce que ça fait 3 semaines que j'ai plutôt diminué la quantité de caféine. C'est ça. Donc toi, c'est plutôt diminuer pour qu'il soit vraiment utile le jour J. Tout à fait. Faut quand même savoir que la caféine peut quand même avoir un effet sur le système digestif aussi. Donc, faut pas exagérer non plus. Qu'il y a parfois aussi un effet placebo. Que certaines études ont montré que ça pouvait avoir un impact chez certaines personnes. Un impact positif. Maintenant, c'est pas chez tout le monde en fait. Donc voilà, prendre pour moi, en tout cas dans le cadre de la salle de fitness, un shoot de caféine, en tout cas sa tasse de café 1 heure avant, faut peut-être se poser la question, tiens, est-ce que je suis assez hydratée et je consomme assez sur ma journée plutôt que de partir là-dessus, quoi. Parce que moi, les effets du café, je les ressens directement. Je bois un café, je parle, déjà que je parle vite, mais là, c'est encore pire, j'ai mon cœur qui bat et en fait, je me dis, si je prends ça avant une course, est-ce qu'au final, je vais pas être dans une situation de stress où mon cœur bat déjà beaucoup trop vite? Tu vois, ça me fait limite peur. Je me dis, oula. Voilà, faut toujours voir tes habitudes. Est-ce que le café fait partie de tes habitudes? Est-ce que, chacun est un peu différent. Si justement, avant une course, toi, tu remarques que la caféine a cet effet-là, je sais pas si c'est optimal à mettre en place. Ça. Si c'est pour le goût, sinon, ce que tu fais, tu prends un expresso, parce que contrairement à ce que les gens pensent, il y a moins de caféine, comme l'eau passe plus vite. Expresso, exactement, donc... Et d'ailleurs, quand on voit toutes ces boissons, on voit la vitamine Well, on voit plein de magnésium, zinc, vitamine B, etc. On va parler un peu de compléments alimentaires. T'en penses quoi, Sarah, au niveau des compléments? Est-ce qu'il faut en prendre tous les jours? Est-ce qu'un sportif, oui, quelqu'un de sédentaire, non? Alors, qu'on soit sportif ou sédentaire, c'est toujours à nuancer de nouveau. Moi, je vais jamais j'ai beaucoup de personnes qui arrivent avec parfois une liste de compléments, consultations, et bêtement, quand je pose la question, vous les prenez pourquoi? La personne ne sait pas toujours pourquoi, et vous voyez des effets, ah non. Oui, parce que le médecin parfois dit que, et n'explique peut-être pas aux patients, non, c'est même pas dans ce cadre-là. Il y a beaucoup de compléments qui sont pris n'importe comment, en fait. Mais tous ne sont pas anodins, c'est-à-dire que moi, si je dois recommander des compléments, c'est toujours en général en lien avec une prise de sang qui a été faite. Oui, c'est ça. Parce qu'on complémente pas n'importe quoi. Ce qui est beaucoup plus rare qu'on ne le pense. Donc la prise de compléments alimentaires, d'office, comme tu dis, elle doit préalablement faire l'objet d'une prise de sang, et c'est moins souvent le cas qu'on ne le pense. Mais tu fais des prises de sang, toi qui es sportif, qui a besoin peut-être de compléments en plus, est-ce que tu regardes ça attentivement ou pas? Alors ça m'arrive, j'en fais peut-être un peu plus souvent que quelqu'un qui n'aurait pas de problème et qui n'aurait pas à en faire, mais ça m'arrive. Mais pardon,
J'en fais pas plus de, je dirais que j'en fais tous les 2 ans. Et tu prends des compléments alors alimentaires Alors non, je prends pas de compléments. Je pourrais effectivement prendre, à mon avis, du magnésium. Hein. Tu parlais du magnésium. En général, moi, c'est ce que je recommande. Enfin, voilà, si je devais donner deux compléments vraiment à recommander, c'est la vitamine D en hiver chez tout le monde, hein, parce qu'on est en déficit, on est en carence et il n'y en a pas assez dans l'alimentation. Donc ça, même sans avoir vu une prise de sang, en général, je conseille à tout le monde à partir du mois d'octobre jusqu'au mois d'avril. Et ça dépend, parce que 2024, c'était particulier comme année, il n'y avait pas de soleil. Oui, c'est donc ça. Même jusqu'en juin. Parce que la vitamine D, on n'en retrouve pas dans l'alimentation. C'est que via le soleil. On va en retrouver dans l'alimentation. Maintenant, les sources sont pas suffisantes et on a carencé en Belgique dû au manque d'ensoleillement également. Donc ça, c'est quelque chose que je conseille et je rejoins Christophe, le magnésium. Pourquoi ? Parce que le magnésium, il est déficitaire presque chez tout le monde, que on est tous un peu stressés, on a des périodes de plus grand stress, donc en général, ça va induire une fuite de magnésium au niveau urinaire. Et quand on est sportif et qu'on fait beaucoup à ce niveau-là aussi, la contraction musculaire, perte de magnésium également. Oui, c'est ça. Donc objectivé par une prise de sang et s'il y a une carence, prendre le complément. Après, du magnésium, on va quand même en retrouver dans pas mal de produits en nutrition sportive. Mais effectivement, ça va peut-être pas compenser le manque de magnésium qu'on a. Il y a quelque chose qui me fait souvent sourire dans l'alimentation, c'est que je vois des sportifs en fait qui vont commencer à écarter plein de choses de leur alimentation, et donc on va voir des choses qui vont sortir de l'alimentation par la porte gauche, et puis à droite on va voir des piluliers de compléments qui vont rentrer. Et donc moi j'ai observé des sportifs comme ça qui ne mangeaient quasiment plus rien et par contre qui avaient 15 à 20 piluliers, je ne mens pas, de compléments alimentaires devant eux. Et donc il y a un moment, je pense qu'il y a quand même une réflexion globale qui doit se poser, et quand on dit le fameux manger un peu de tout, c'est une règle qui, à mon sens, est aussi simple que vraie, quoi. Oui, c'est ça. La personne qui va pas manger de légumes, mais qui va prendre un complément alimentaire, là, on se dit qu'il faut plutôt rééquilibrer dans l'assiette que dans les médicaments. Tout à fait, parce qu'en plus, les compléments alimentaires ont quand même un certain coût aussi. Hein. Oui, ça, l'industrie pharmaceutique, je pense qu'elle est bien avec les compléments alimentaires, parce que ça sort de partout, et c'est vrai que les personnes parfois prennent du zinc, de la vitamine B, etc., mais ils ne savent même pas l'impact que ça a sur le corps. Oui, tout à fait. Mais justement, si je parle, par exemple, vitamine C ou des choses comme ça, donc on est sur des antioxydants. La vitamine C est un antioxydant pris à haute dose, parce que parfois j'ai eu un sportif qui faisait de l'ultra trail et qui lui s'imaginait que s'il prenait un peu plus au niveau dose, ça allait mieux passer. Ah oui. Au niveau système intestinal, microbiote, etc., ça a été compliqué de rattraper certaines choses après, parce qu'il était dans l'excès. Et en fait, si on prend de la vitamine C, on peut avoir un effet qui sera plus antioxydant, mais qui sera plutôt pro-oxydant dans l'organisme, et donc plutôt négatif et délétère en fait. Oui, c'est ça. Donc c'est vraiment le message peut-être un peu retenir, c'est que des compléments comme ça, ça peut entraîner des soucis plutôt que d'être positif pour soi en fait. Oui, trop n'est pas mieux. Et donc quand t'entends des dérives comme ça, est-ce que t'as déjà d'autres dérives sur l'alimentation ? Par exemple, des personnes, tu leur fais un petit plan alimentaire ou quoi, et qui vont vraiment être obsédées par la nourriture, comme on voit parfois certains coureurs qui ont peur de manger trop pour pas grossir et être plus léger en courant. Ouais, est-ce que tu travailles parfois avec ce genre de, troubles du comportement alimentaire ? Oui, bien sûr. Même pas forcément dans les sportifs, mais il y en a beaucoup dans les sportifs. Hein. Il y a un petit peu cette peur sur certains aliments, notamment les féculents, que il y a des personnalités qui sont un peu plus dans le contrôle que dans d'autres. Et oui, ça peut entraîner des dérégulations du comportement alimentaire, des problèmes en lien avec ça, parce que il y a de plus en plus d'exclusions. Maintenant, à un moment donné, on a quand même besoin d'énergie. Oui, c'est ça. Et donc là, il va falloir faire un travail à ce niveau-là aussi. Il y a quand même un lien au stress et à l'anxiété qui est important. Enfin, on va quand même souvent observer, en tout cas moi j'observe souvent que les coureurs qui sont qui se posent beaucoup de questions par rapport à l'alimentation sont aussi pas nécessairement des gens qui sont très détendus, quoi. Et on en parlait en tout début d'émission. C'est là qu'on va retomber dans ce cercle entre guillemets vertueux entre sommeil, stress, sport, alimentation, parce que forcément si je dors mal, je vais être plus stressé, si je suis stressé, je dors mal, et donc tout ça va jouer sur le système digestif. Et donc même chose, moi j'essaye, je dis bien, je n'y parviens pas nécessairement tout le temps, mais à être le plus détendu possible, à avoir quand même un minimum de sommeil. Je le contrôle maintenant de manière quand même assez pointue, et tout ça va être lié, quoi.
Et ça me permet d'avoir un certain dégagement par rapport à cette question de l'alimentation. Et du coup, je dois avouer que je fais pas nécessairement très, très attention. Ok, est-ce que j'ai trop mangé avant mon entraînement? Pas assez. Tu te prends pas la tête? Non, sincèrement, oui. Après, j'évite évidemment des grosses erreurs, mais j'ai rarement, pour ainsi dire jamais, en fait, l'impression que ça ait impacté négativement, comme d'ailleurs positivement ma séance, quoi. Mais je sais plus, c'est pas Usain Bolt qui avant les Jeux Olympiques mange toujours des chicken nuggets ou je sais pas quoi, la veille, c'est son rituel, il mange des chicken nuggets et il est sûr qu'au moins il va pas manger un légume pas cuit ou quelque chose comme ça. Exactement, il sait que partout dans le monde c'est McDo, je pense. Ah ouais, il se prend ses nuggets et il sait que c'est les mêmes partout et qu'il va les digérer. Bah oui, mais bon, c'est du sprint, hein, donc on est vraiment on est encore sur autre chose. On est encore sur autre chose, oui. Mais donc toi, est-ce que tu réfères ces patients-là qui ont peut-être des troubles alimentaires ou est-ce que tu t'occupes de ça aussi? Donc moi, j'ai une formation en plus tournée vers la psychologie et la pédagogie du comportement alimentaire. Donc je peux traiter et accompagner vraiment dans ces troubles-là, qu'on soit sportif ou non sportif en fait. Parce que là, c'est vrai que remettre un cadre, remettre un plan alimentaire va sûrement pas fonctionner. Oui, évidemment. Chez ce genre de personnes. Mais on arrive tout doucement à la fin de cet épisode. Mais donc, Christophe, toi, quels sont tes objectifs sportifs ici en 2025 ? Alors moi, ça sera une année plutôt orientée off. Donc, on va faire des expéditions. Donc, off, c'est... c'est-à-dire on prend une trace et on part en autonomie. Donc c'est pas en compétition, c'est pas officiel, c'est ça? Voilà, tout à fait. Donc j'aurai quand même 2 compétitions. Je vais faire un 100 km en Californie en avril. Et donc, a priori, parce que les Dossards, ce sera demain, donc je vais faire la Diagonale des Fous en octobre. Et le reste, ce sera, comme je le disais, plutôt ponctué de longues aventures en autonomie et entre amis. Et donc au niveau de la Diagonale des Fous, le nom, j'imagine, cette course porte bien son nom, donc c'est une course très très difficile. J'ai même entendu que c'était la course la plus difficile du monde. Toi qui l'as déjà fait, tu confirmes ? Non, je ne confirme pas. C'est une course difficile. Maintenant, j'aime rarement comparer les courses entre elles. Je pense que quelqu'un qui va avoir facile avec la chaleur et l'humidité, il va avoir entre guillemets plus facile à la diag, contrairement à quelqu'un qui, par exemple, moi je crains vraiment le froid, donc moi je vais vraiment avoir du mal sur les courses en Arctique. Chacun ses forces et ses faiblesses au niveau des cours. Voilà, elle a comme particularité qu'effectivement il fait chaud, il y a beaucoup de marches et surtout on ne peut pas utiliser de bâton là-bas. Donc ça c'est vraiment la grande particularité de la course. Et ici, si on veut te retrouver, donc tu as plusieurs magasins Trax où tu donnes donc, alors j'imagine des conseils pour l'équipement, les chaussures liées à la course à pied, c'est ça ? Alors j'ai surtout une magnifique équipe qui donne des conseils. Donc effectivement, on a 5 magasins, 2 à Bruxelles, à Etterbeek et à Uccle, et puis à Liège, à Namur et à Charleroi. Et tous mes collaborateurs sont coureurs et ou trailers. En tout cas, moi j'ai beaucoup de patients, mais comme je te le disais juste avant l'émission, qui me demandent quelles chaussures de course à pied je peux mettre. Et en fait, je les envoie toujours dans un magasin Trax parce qu'en fait, il y a vraiment, ils peuvent marcher, courir sur le tapis. Et je sais que les conseillers sont vraiment super compétents et tout le monde est content. Donc c'est drôle, j'envoie beaucoup de personnes chez toi. Et franchement, si vous avez besoin de chaussures, n'hésitez pas à aller dans les magasins Trax. Et toi, Sarah, des objectifs sportifs, professionnels pour cette année 2025 ? Objectifs sportifs, oui. Enfin, je reviens de blessure, donc c'est plutôt reprendre du plaisir dans le trail et la course à pied sans me blesser cette année. Oui, ça va être ça. Et puis au niveau professionnel, je continue à développer mes activités. Je lance des nouveaux accompagnements de coaching globaux en lien avec retrouver de l'énergie, réguler son poids, l'alimentation et le sport. Donc voilà. Et moi, je suis dans le coin des Bonvillers, c'est de Villers-la-Ville. Et donc j'ai un site internet, c'est www.sarahdardenne.be. Si ça a parlé un peu les auditeurs, en tout cas ma manière d'appréhender les choses. Ils hésiteront pas à aller sur ton site internet alors pour avoir plus d'informations. Donc du côté de Nivelles, c'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. En tout cas, merci Sarah pour ton expérience en nutrition. Merci Elena, merci Christophe pour ce chouette moment de partage. Oui, merci Christophe. On en apprend plus maintenant sur l'ultra trail, la course à pied. Merci à vous, effectivement, c'était très très sympa et assez concret. Je pense que c'est ça que les auditeurs recherchent.
Oui, et merci évidemment aux éditeurs d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Donc n'hésitez pas à liker et à partager ce podcast si un de vos amis a besoin de conseils en nutrition ou veut se mettre à la course à pied. Donc on arrive tout doucement à la fin de cet épisode, mais restez bien connectés parce qu'on va retrouver la rubrique habituelle des Locker Room Confessions. Donc c'est 2 amis qui vont se poser des questions dans les vestiaires du club de Gyms. Donc écoutez ça. Peux-tu nous montrer le dernier selfie que tu as pris chez Gyms? J'en ai fait aucun. Je suis pas narcissique, pour autant. Ok, c'est cool. Et tu es surtout concentré. Surtout. De quelle manière tu te récompenses pour tes efforts après une séance de sport? Rien que le bien-être que ça me procure, c'est déjà une très très belle récompense pour moi. Après voilà, je vais pas dire que je vais manger une glace, mais je me ferai un bon milkshake. Si tu pouvais manger qu'une seule chose avant d'aller à la salle pour le reste de ta vie, ce serait quoi? Et après l'entraînement? Une bonne bolo. Bien épicée. Avant? Avant et après, peu importe. Alors, quelle est ton excuse préférée pour ne pas aller à la salle? Alors, on va dire que c'est pas vraiment une excuse, mais c'est une obligation. Donc, c'est tout ce qui concerne la famille, les enfants, ou à la rigueur, quand je suis malade. Sinon, j'essaye de venir au maximum. Bien. Quelle est ta meilleure astuce pour manger plus sainement? La bonne fréquence. Manger tous les 2-3 heures, par exemple. Bien s'hydrater. En petite quantité. Que ce soit pour des féculents, protéines, bien évidemment pour les légumes à volonté. Donc, mais vraiment bien les fréquences. C'est surtout les fréquences, tous les 2-3 heures. Ce qui fait des repas journaliers de 4 à 5, on va dire. Si tu pouvais emporter qu'une machine de fitness sur une île déserte, ce serait laquelle? Alors j'aime le soulevé de terre, donc ce serait le deadlift. Deadlift, voilà, c'est ça. À ce moment-là, c'est seulement... Celle-là serait magnifique. Sur une île désert, c'est tip-top. Bien, parfait. Quelle est la chose la plus bizarre que tu aies faite pour un régime alimentaire? Peut-être à mes débuts de régime, là où je voulais commencer à me structurer et avoir un rythme, un régime alimentaire sain. Donc là, peut-être que j'ai dû me couvrir en mélangeant peut-être quelques épices ou sauces ou autres. C'est normal. Pas tout à fait ça. Ça, c'était à mes débuts. Mais sinon, non. C'est sympa, une chouette petite expérience pour un super bon club de gym. Et avec mon mari, yes. C'est le top. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode, donc n'hésitez pas à vous abonner, nous suivre sur Apple Podcast, Spotify. Si vous voulez nous voir en vidéo, c'est sur YouTube. Et alors pour tous les backstage, retrouvez-nous sur TikTok et Instagram, Gyms-Belgium. Et en tout cas, merci à tous d'être de plus en plus nombreux et on se retrouve pour d'autres épisodes. À très vite, ciao ciao.